Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Soyez les bienvenus ici au Palais Beaumont pour cette 11e édition des Idées mènent le monde et pour la 11e fois, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est partenaire de la manifestation. Ce soir, vous aurez le plaisir, et c'est pour cela évidemment que vous êtes venus, pas pour me voir moi, Caroline Fischer, qui organise donc cette participation, mais pour écouter mes collègues Céline Châtelain et David Carassus, à qui je passe directement le micro. Je vous souhaite un excellent moment en leur compagnie. Merci Caroline. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes ravis, David Carassus et moi-même, de partager une petite réflexion sur la question thématique du jour, donc renaître. Peut-être se présenter rapidement, David, à toi l'honneur. Bonsoir, donc David Carassus, je suis professeur des universités en sciences de gestion, ici à l'Université de Pau, dans une composante qui s'appelle l'Institut d'administration des entreprises, où on forme des étudiants aux questions de management. Et nous-mêmes sommes à la fois formateurs, mais aussi chercheurs. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir, pour évoquer nos thématiques de recherche en lien avec le sujet des idées de mènent le monde. Et Céline Châtelain, donc également dans la même structure. Nous sommes rattachés en tant que chercheurs à la discipline des sciences de gestion et du management. Et comme souvent le dit mon docteur quand je le rencontre pour la première fois et qu'il me demande ce que je fais, il me dit « mais vous faites de la recherche en quoi, en management ?» Et je lui explique que lui travaille sur le corps humain et nous travaillons sur le corps organisationnel. Les hôpitaux, les universités, les entreprises familiales, les associations et aussi l'organisation publique et l'action publique. Donc en l'occurrence, au titre de la thématique Renaître, on s'était proposé de présenter notre réflexion actuelle, qui est une recherche en cours. Et comme toutes les recherches, les réponses ne sont jamais figées, elles sont en construction permanente, sur la question de renascere, donc renaître en latin, c'est-à-dire naître à nouveau. Et comme je pense, monsieur le maire l'a présenté tout à l'heure, cette idée d'une seconde chance, mais aussi d'une renaissance et peut-être aussi d'une transformation. Et c'est un peu de cela dont on voudrait vous parler aujourd'hui. L'idée de poser deux questions. Les chercheurs, en fait, on nous reproche toujours de ne rien trouver, mais en fait, ce qu'on cherche, nous, c'est les questions. Parce qu'une fois qu'on a la question, c'est simple, entre guillemets simple. Donc, la question qu'on voudrait vous soumettre, c'est pourquoi et comment l'action publique aurait-elle besoin de renaître ? Alors, pour cela, nous proposons une intervention en 5 temps. Le premier sur l'idée qui émane de David, d'ailleurs, c'était de jouer au docteur, puisque nous sommes les chercheurs, nous sommes docteurs en sciences de gestion du management. Donc, au titre du docteur que nous sommes, eh bien, c'est d'essayer de proposer un diagnostic du problème de l'action publique. Alors, on va essayer de cheminer un petit peu comme dans la science médicale. D'abord, quels sont les symptômes ? Symptômes qui nous permettront, signes cliniques si vous préférez, qui nous permettront de poser peut-être une hypothèse de traitement et donc d'identifier la maladie et les effets désirables que l'on souhaiterait évidemment, que l'on espérerait pour l'action publique et restaurer peut-être quelques éléments qui sont mis à mal depuis, je pense, vous avez plein d'idées en tête que nous transmettent les médias depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans le diagnostic initial, ce qu'on aimerait vous présenter, c'est les symptômes, avec l'idée de chercher un petit peu ce qui pourrait alerter dans le pilotage actuel de l'action publique, comment le management public s'exprime et qu'est-ce qui pourrait éventuellement traduire un état de fonctionnement en souffrance et qui appellerait éventuellement une renaissance ou en tout cas un besoin de changer quelque chose. Alors sur les signes cliniques, ce que nous observons, et notamment sur la base de travaux de nos collègues en sciences politiques et le CEVIPOF, qui est le laboratoire qui est très connu, médiatisé pour effectuer des sondages de qualité sur l'opinion publique et notamment sur les questions du rapport des Français à l'action publique. Le dernier rapport présente en 2025 rend compte en fait d'un état de crise
du politique et du rapport des citoyens français aux politiques au sens le plus noble du terme, incarné par les hommes et femmes politiques. Alors cet état de crise nous interroge, nous, en tant que chercheurs en management public, sur finalement est-ce que cet état de crise traduirait un besoin de reconstituer quelque chose, un lien des Français à l'action publique, un lien du grand politique au bien commun. Alors les statistiques, on vous en livre quelques-unes ici. L'idée c'est d'abord que le sondage fait ressortir une méfiance accrue en fait des Français à l'égard de l'action publique, politique, avec un taux que nous mettons en relief avec le cas allemand et italien, c'est proche et européen, avec 26% des Français qui déclarent, seulement 26% sur 5 qui déclarent avoir confiance dans la politique, et presque la moitié en Allemagne et un petit peu moins en Italie. Alors premier constat, une crise à l'égard de ce lien politique, et puis quelque chose un peu plus insidieux qui peut-être est une alerte un peu plus fine et qui ne peut que nous interpeller, c'est plutôt la défiance, cette fois-ci démocratique, avec un ratio qui est assez inquiétant de notre point de vue, c'est que 28% des Français estiment que la démocratie fonctionne bien. Et 28% c'est peu, et 73% souhaiteraient un vrai chef autoritaire en France. Alors le recours à l'autoritarisme ou à l'autorité incarnée signifierait que peut-être il y a une hypothèse sous-jacente que les Français, les citoyens, estiment que c'est l'autorité qui permettrait de regagner leur confiance. Alors, ce qui évidemment n'est pas sans nous rappeler quelques périodes sombres de l'histoire, ce qui ne peut donc que nous amener à réfléchir un peu plus en tant que chercheurs à l'intérêt de réfléchir à la reconstitution du lien de confiance. Alors, sur les signaux cliniques, là, on est sur, je dirais, le signe clinique le plus visible, c'est cette défiance ou cette méfiance des Français à l'égard de la chose publique. Mais d'un point de vue organisationnel, le fameux corps organisationnel que nous observons, plusieurs symptômes aussi observables. Alors nous avons des chercheurs, notamment dans le laboratoire auquel nous appartenons, on n'en a pas parlé, mais la directrice étant présente parmi nous, nous lui ferons l'honneur de mentionner le laboratoire dans lequel nous sommes chercheurs, le LIREM, donc laboratoire de recherche en management de l'UPPA. Et des chercheurs de ce laboratoire et d'autres laboratoires en France et à l'international montrent quand même que les ressources humaines dans les organisations publiques, que ce soit les collectivités, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les universités, pour citer quelques exemples que vous connaissez peut-être, excusez-moi, eh bien, sont en état de souffrance, avec plein de signes cliniques, des risques psychosociaux qui sont observés en croissance, des freins importants quand il s'agit de changer les pratiques, les routines, une perte de sens au travail qui peut expliquer de l'absentéisme, qui peut expliquer aussi ce qu'on appelle les démissions silencieuses, c'est je viens mais je fais plus rien, je ne m'implique plus, et puis aussi donc une difficulté à recruter les enseignants dans les écoles, pour prendre un exemple, les infirmiers et infirmières dans les hôpitaux, comme autre exemple. Sur le plan financier, deuxième dimension du corps organisationnel que nous observons, des situations budgétaires pour le moins critiques, voire en forte constriction, voire en constriction croissante depuis plusieurs années. C'est pas nouveau en fait le sujet. Ça fait une cinquantaine d'années depuis Thatcher et Reagan, issu d'un travail des chercheurs qui émane de l'école de Chicago, donc du côté outre-Atlantique, et qui considère que la chose publique est mal managée et que donc elle dépense trop, elle dépense mal, elle ne fonctionne pas bien, et donc il faut réduire et mettre en place une logique disciplinaire budgétaire. Ça fait quand même depuis les années 70 que le discours existe. Que se passe-t-il ? Rien ne change, visiblement. En tout cas, c'est un signe. Et puis, évidemment, qui dit restriction budgétaire dit restriction des moyens pour fonctionner. Alors, moyens humains, moyens matériels, moyens tangibles et intangibles, on va dire, qui ont des effets aussi délétères sur la perception qu'ont les Français du service rendu. Voilà, des professeurs qui manquent dans les écoles, des hôpitaux qui n'ont pas suffisamment de lits en période de crise. Je vous laisse dérouler la liste des exemples si vous le souhaitez. Je pense qu'on a plusieurs signaux qui viennent dans ce sens confirmer ce mal-être, cet état de souffrance de la chose publique et du management public. Alors, autre élément plus transversal sur le plan organisationnel, ce qu'observent les chercheurs, c'est
que nous observons aussi dans notre propre structure, c'est une bureaucratisation toujours plus forte, beaucoup de procédures, beaucoup de documents à déclarer, à produire, des indicateurs. Une coordination qui aussi, entre les acteurs publics et privés dans le cadre de partenariats, considérée comme une solution possible d'amélioration des pratiques publiques. Eh bien, ces partenariats sont aussi générateurs de besoins de coordination qui se heurtent à des routines des deux côtés, pas forcément compatibles tout le temps. Des paradoxes qui sont importants aussi entre les acteurs, avec des injonctions paradoxales, faire plus avec moins, pour résumer. Des difficultés à mettre en œuvre des mutualisations, voire des fusions de services, sachant que même les fusions elles-mêmes démontrent qu'elles sont souvent, pour 2/3, vouées à l'échec. Là aussi, on s'interroge, est-ce que la fusion est une solution? Et pourtant, on continue. Et puis enfin, des travaux que David Carassus et plusieurs de nos collègues ont mis au jour, c'est des organigrammes de la décision qui sont très descendants et peu ouverts à la logique de co-construction. Enfin, peut-être sur les signaux cliniques, dernier axe des sciences de gestion, ce sont les outils de gestion, la comptabilité, les tableaux de bord, tous les mécanismes qui viennent mesurer la performance, inciter les comportements dans une certaine direction. Et bien là aussi, malgré des tentatives, il y a une difficulté à s'approprier de nouveaux outils, d'intégrer les évolutions récentes sur ces questions, des outils de gestion, une forme d'hypocrisie organisationnelle. On met en place des budgets, mais finalement, pourquoi faire ? Sont-ils là vraiment pour piloter la chose publique? Donc une hypocrisie entre les discours et les pratiques observées. Des outils qui peuvent aussi être centrés sur une gestion très fermé en fait par domaine, par ressources, par type de ressources. Et ces fonctionnements en silo font peut-être perdre la cohérence globale de l'organisation destinée à servir le citoyen, ou en tout cas assurer les missions de service public. Et puis d'autres tentatives au niveau des outils stratégiques et d'évaluation qui sont encore rares, et quand ils le sont, nous allons vous le montrer, ils peuvent être très limités dans leur portée. Donc ce diagnostic initial interroge une hypothèse que je te laisse peut-être dérouler. Céline vient de présenter quelques signes finalement qui montrent quelques dysfonctionnements de nos pratiques au niveau de l'action publique. On a essayé d'avancer maintenant sur finalement d'abord la maladie elle-même pour essayer de trouver un traitement par la suite. On a quand même essayé d'avoir une hypothèse avant de rentrer sur le traitement, en essayant de savoir pourquoi. Pourquoi finalement on arrive dans ces situations où l'action publique rencontre autant de difficultés. Une des hypothèses qu'on a pu avancer, c'est finalement qu'on est dans une situation aujourd'hui où on pourrait qualifier notre posture, notre état, finalement, d'impouvoir, d'incapacité à agir, faire face aux changements, aux mutations. Parce que quand on regarde la problématique, notamment de l'innovation, on s'aperçoit que finalement, et c'est pas forcément spécifique au cas français, il y a des difficultés à l'adaptation au changement que naturellement on peut connaître dans d'autres secteurs, en particulier dans le secteur privé, du fait de la concurrence, de la pression finalement du marché. Les entreprises auront peut-être plus naturellement l'obligation quelque part de s'adapter aux mutations, alors que les organisations publiques ont peut-être moins d'incitation à le faire et elles ne savent pas finalement s'adapter correctement aux évolutions de l'environnement. Donc on arrive finalement à une situation où quand on fait des analyses des cas pratiques, on rencontre des structures publiques, en particulier à l'échelle territoriale, puisqu'on est plutôt, nous, spécialistes, à travers la chaire Optima que vous voyez ici, de l'objet collectivité locale, c'est-à-dire les communes, les départements, les régions. Quand on interroge ces structures, on s'aperçoit finalement que la notion d'innovation est assez peu présente. On est dans des mécanismes de routine, de répétition des fonctionnements, sans forcément interroger la question de l'innovation. Et donc, plusieurs études ont montré, notamment celle de l'Institut national des études territoriales en 2017, que finalement, la pratique d'innovation était plutôt parcellaire. Elle pouvait être présente dans certaines collectivités. Et donc, ils ont qualifié la pratique finalement de ces innovations d'îlots, c'est-à-dire de quelque part isoler
alors qu'on attendrait finalement une question d'innovation qui soit diffusée de manière systématique dans les collectivités. Et ce n'est pas finalement le cas. Et donc, face à ce manque d'innovation, eh bien, on se trouve en situation où on ne sait pas s'adapter au changement parce que la culture des acteurs n'est pas ouverte à se poser la question de savoir s'il faudrait faire mieux, s'il faudrait faire différemment. Et la culture habituelle est plutôt celle bureaucratique, administrative, finalement, de répétition et d'application de la règle. Et ça pose des problèmes, d'autant que quand on continue à regarder la question de l'innovation, on s'aperçoit que malgré les efforts, finalement, on a beaucoup plus de facilité à questionner la problématique de l'innovation technologique, c'est-à-dire que ce soit dans le public ou dans le privé, on va s'intéresser en fait à des outils. Alors les outils, quels qu'ils soient, ça peut être un outil de communication par exemple. Donc ici, on n'aura pas tellement de difficultés à être en capacité d'innovation. Par contre, quand on interroge la question de l'organisation, on a beaucoup plus de difficultés. Or, finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les organisations, la capacité à ce qu'une organisation soit performante, elle n'est plus tellement liée à l'innovation technologique. Regardez ne serait-ce que le secteur de la téléphonie, on a un niveau concurrentiel tel que la spécialisation ou la différenciation technologique, elle est plutôt réduite. La performance des organisations, elle tient à sa capacité à elle-même être performante d'un point de vue humain, financier, stratégique, commercial. Et donc, il faut tendre, finalement, il faut travailler cette innovation managériale. Et elle est assez naturellement travaillée, encore une fois, dans le secteur privé, parce que c'est un facteur de différenciation et de positionnement des entreprises les unes par rapport aux autres. Celle qui est performante d'un point de vue organisationnel, elle a plus de chances de se développer, d'être plus rentable, de se positionner sur son marché, alors qu'une organisation publique aura des difficultés, malgré les efforts, parce que la question de l'innovation, on le voit, il y a plein de dispositifs qui sont développés depuis une vingtaine d'années, mais dans la réalité, on voit que cette question est traitée plutôt de manière esthétique et pas forcément de manière profonde. Et ça amène finalement à des difficultés qui sont importantes, puisque ça n'incite pas les organisations publiques à s'adapter et ça continue à générer les signes cliniques que Céline a évoqués tout à l'heure. Donc ça nous amène petit à petit finalement à avancer sur le diagnostic en tant que docteur des organisations. On a fait état des signes cliniques, on a essayé de comprendre pourquoi ces signes cliniques émergeaient et on arrive petit à petit au traitement. Avant, il faut quand même parler de la maladie. De quoi souffre l'État français, de quoi souffrent les organisations publiques françaises. De notre point de vue, elles souffrent de ce que certains auteurs ont appelé le découplage. Madame Morin, qui est à 18h30, là, elle parle de désalignement. C'est à peu près la même chose. Ce découplage, en fait, a été défini il y a maintenant près de 30 ou 40 ans, même plus, 50 ans presque, comme une déconnexion délibérée entre les structures organisationnelles qui renforcent la légitimité et les pratiques organisationnelles qui sont considérées par l'organisation comme étant les plus efficientes. Alors, cette définition peut paraître un peu compliquée, mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'indiquer qu'on est en situation de déconnexion, de découplage ou de désalignement entre, par exemple, les discours et la pratique. C'est-à-dire qu'on peut très bien, par exemple, aujourd'hui il y a un discours assez récurrent dans les collectivités locales, c'est par exemple autour de la démocratie participative, c'est-à-dire que je peux mettre en place des actions, les conseils de quartier, des actions participatives, les budgets citoyens. Je mets en place ces actions-là pour finalement aller dans le sens demandé par la population, mais en réalité, tout le système est organisé dans des pratiques qui sont quand même assez paradoxal avec ces pratiques qui sont avancées comme étant innovantes. Il y a un décalage qui se crée entre ce que l'on veut bien dire, ce que l'on veut bien montrer, ce qu'il est bien de mettre en évidence, la pratique participative, et la réalité de l'organisation profonde, où on a un décalage très fort, vécu même par les acteurs de l'intérieur, ce n'est pas que les citoyens, un décalage très fort entre ce qui est fait et ce qui est dit. Et donc, cette déconnexion-là, elle peut être délibérée, elle peut être volontaire. Des fois, elle est non volontaire, mais là, on est en situation où, de notre point de vue, elle peut être délibérée. Et certains auteurs indiquent, DiMaggio et Powell en 1991, que c'est une déconnexion qui permet finalement de gérer
les pressions sociales, sectorielles et organisationnelles, parce que finalement, quand j'ai de la pression, j'essaie de diminuer cette pression en donnant ce que les gens qui mettent la pression demandent. C'est-à-dire que vous voulez de la démocratie participative, pas de souci, je vais vous en donner. Mais la réalité organisationnelle profonde ne change pas. Donc ici, c'est finalement une stratégie qui est assez habile d'un point de vue marketing, communication, mais dans la réalité qui montre ses limites parce qu'on a un clivage, une distance de plus en plus forte qui existe entre les acteurs, les citoyens, les élus, les acteurs administratifs, qui va faire que finalement, on va continuer à générer les limites ou les symptômes qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc ce découplage, cette distance, on a donné avec Céline quelques exemples, elle se retrouve sur pas mal d'éléments. Par exemple, le découplage qu'on voit aujourd'hui, par exemple, entre l'intérêt général et l'intérêt catégoriel, ou les intérêts individuels. C'est vrai qu'on parle d'une société qui est très individualiste. On se pose la question de savoir la position de l'intérêt général par rapport à l'intérêt catégoriel. On a l'impression quelquefois que des décisions politiques sont prises plus pour des intérêts individuels que pour l'intérêt général. Donc on a cette distance qui existe de plus en plus, alors que naturellement, une action publique est faite finalement pour privilégier un intérêt général en contrepartie des intérêts catégoriels qui peuvent exister. On a aussi des découplages qui peuvent exister entre une logique très globale, une réalité macro, la mondialisation, et la réalité locale. On vous dit penser global, agir local, mais vous voyez que ça reste du marketing. C'est-à-dire que la réalité de la pratique est souvent très complexe à intégrer pour qu'on puisse finalement faire coïncider les deux. D'autres éléments de découplage, je m'arrêterai là, par exemple entre les rationalités politiques, administratives, démocratiques. Je l'évoquais ici à l'instant avec l'exemple de la démocratie participative, mais on voit bien que la position de l'élu, la position du cadre, de l'administration et la position du citoyen rencontrent des fois des paradoxes ou des antagonismes qui sont relativement forts. On voulait vous montrer par un exemple, parce que là ce ne sont que des concepts ou des théories, on voulait vous montrer un exemple à travers la politique de développement durable où on voit que ces exemples de découplage sont relativement forts. Oui, alors en effet, la défiance des Français à l'égard de l'action publique provient de ces phénomènes de découplage qui ont été identifiés depuis un certain nombre d'années par les chercheurs. En France, et pas seulement d'ailleurs, mais c'est vrai que le cas français est peut-être un cas exemplaire au sens du cas extrême. Et alors, on s'est amusé en fait pour la politique de transition environnementale d'essayer de faire une photographie en fait de tous ces acteurs, des rationalités, des outils multiples pour voir ce qui peut faire l'objet de ce qu'on a appelé dans l'introduction de ce point 2 sur la maladie, de cette fission de la chose publique, de cette implosion de la chose publique. Et alors, si on regarde la politique de transition environnementale, on l'a choisie volontairement parce qu'on s'est dit, s'il y a une politique publique qui est vraiment transversale, qui vraiment mettrait en test l'hypothèse de découplage, c'est bien celle-ci. Et donc, parce qu'elle est transverse, elle touche tous les domaines d'intervention publique, la santé, le transport, évidemment l'environnement, etc. Donc, on s'est essayé à vous proposer ici une cartographie très descriptive des acteurs. Alors, vous voyez qu'il y a des niveaux, c'est la flèche descendante du niveau international jusqu'au niveau local, entre guillemets, pour prendre quelques acteurs typés, l'ONU, qui va parler du développement durable et des objectifs, des 17 objectifs de l'agenda 2030, ou la COP 30, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Belém. Et puis au niveau local, comment fait-on ? Alors donc déjà, ce qu'on appellera le millefeuille habituel français, qui se traduit par ces niveaux institutionnels différents. Et puis pour chacun de ces niveaux institutionnels, des familles d'acteurs avec des rationalités spécifiques. Alors au niveau des États, on va avoir l'Union européenne, on va avoir les présidents des États ou
régime, enfin en fonction de leur régime évidemment, les différents ministères qui peuvent être mobilisés. En France, on en a 4 qui, vous allez sur le site internet du ministère qui est en charge de la transition environnementale. En fait, il y en a 4, il y a le transport, il y a l'environnement, enfin bon, il y a l'écologie, qui vont dialoguer entre eux, mais qui sont des ministères séparés en même temps. Il y a le commissariat général au développement durable qui en plus vient rajouter sa lecture transverse. Les agences publiques comme l'ADEME ou l'Agence nationale de la cohésion territoriale qui intervient sur ces questions de transition environnementale. Et puis au niveau régional, on va retrouver les régions, donc les préfectures, et puis ensuite la déclinaison institutionnelle, administrative jusqu'au sous-préfet. Ça, c'est pour la partie représentation de la rationalité nationale. Et puis, vous avez la deuxième catégorie de parties prenantes, les collectivités, qui, là aussi, au niveau des différents éléments internationaux à local, vont se traduire par des associations, les maires de France, par exemple, les associations de cadres territoriaux. Et puis, plus on descend dans les chaînes institutionnelles, plus on va retrouver la commune, voilà, Pau, Buros, pour ne citer que quelques-unes ici. Autres catégories, alors qui ont leur propre rationalité aussi, évidemment les maires, les cadres territoriaux qui vont intervenir, et les départements. Ensuite, on a la catégorie des associations qui peuvent elles-mêmes se constituer en réseau, en fédération, donc les ONG, on va avoir les COP, on va avoir des fédérations nationales, on va avoir des fédérations régionales, on va avoir des associations locales, des sociétés coopératives qui vont essayer d'agir au plus près du terrain. Et puis on n'a pas voulu décliner non plus trop longtemps la cartographie, elle est déjà suffisamment représentative de la difficulté à coordonner tout cela en management public, mais dans une grande famille qu'on pourrait encore affiner, dans les autres acteurs, on va retrouver le citoyen sur son territoire, jusqu'à l'OCDE, à l'ONU, en passant par les grandes entreprises, les entreprises familiales, les petites entreprises, et puis leurs différentes structures représentatives. Merci. Alors si on rajoute, si on rajoute à cette cartographie d'acteurs les outils dont ils disposent ou qu'ils mettent en place pour essayer d'agir dans leur rationalité, dans leur périmètre d'intervention. En vert, nous vous en avons cité quelques-uns. Ça va des pactes, des conventions, des feuilles de route, des labels, en passant par exemple, que puis-je vous citer, les lois, évidemment, à l'échelle nationale, donc la mise en œuvre d'une directive appliquée à chaque pays, qui explique que, par exemple, le bio en Espagne ou en France ou en Italie n'ont pas du tout les mêmes référentiels, alors que c'est la même directive européenne, pour la simple et bonne raison, tu parlais tout à l'heure du local et du global, les contraintes d'une directive européenne sur la pratique agricole bio n'a pas les mêmes réalités ou les mêmes contraintes en Italie, en France ou en Espagne. Donc on voit que déjà il y a un découplage entre les deux niveaux institutionnels, et on pourrait décliner l'exemple jusqu'au plan climat, air et énergie et territoire, le fameux PCAET, dont se dote la ville de Pau ou le territoire du Grand Pau, pour prendre un exemple très proche de nous. Et puis on a aussi des entreprises qui vont choisir un statut permis par la loi, comme les sociétés à mission par exemple, les fameuses SAM que vous voyez, je ne sais pas si j'ai... Non, je crois que j'ai pas de... Enfin, tout en bas à droite, avec les PME et les très petites entreprises, un instrument juridique a été proposé par une loi de 2018, la loi Pacte, qui permet en fait de définir une raison d'être. Et avec cette raison d'être, si le statut juridique est choisi par l'entreprise, de se fixer des objectifs pour tendre vers cette raison d'être. Danone, par exemple, c'est produire de l'alimentation pour le plus grand nombre et de qualité. Voilà, donc ce sont différents outils de différentes natures, du label au statut juridique, en passant par des feuilles de route, des plans d'action qui s'enchevêtrent plus ou moins, mais qui fonctionnent de manière découplée, puisque chacun y va de sa propre initiative, en essayant de décliner comme il le peut des injonctions qui viennent probablement de très très loin, comme on essaye de le montrer ici. Si tu me permets juste une parenthèse, avant que tu ne continues, sur le schéma précédent, en fait,
le problème n'est pas tant le nombre d'acteurs. Parce que certains élus, dans les débats budgétaires récents, pour essayer de trouver des solutions financières à notre dette, notamment, on parlait de crise tout à l'heure, la situation financière, certains élus laissent à penser que finalement, on pourrait simplifier le millefeuille ou essayer de recentrer et travailler sur l'idée de compétences. Et de dire, finalement, sur tous ces acteurs, on en met 2, 3, et puis on arrive à resserrer, on fusionne, on réorganise, et on va tous fonctionner mieux, alors que là, on a trop d'acteurs. Je suis pas sûr que, en fait, on verra tout à l'heure, on va avancer un peu, mais je suis pas sûr que le problème soit tellement le nombre d'acteurs. Il y a une légitimité, finalement, est-ce qu'on est des États, des collectivités, des associations, qui ont des niveaux internationaux, nationaux, locaux? On n'arrivera jamais, finalement, ou alors on retomberait dans un système hyper centralisé où seul l'État fonctionnerait tout seul. La solution, elle n'est pas tellement dans l'idée de resserrer le nombre. Certains disent il faut faire disparaître les départements, ça va solutionner toute la problématique sur l'échelle territoriale. Pas tellement. Le problème, il n'est pas là. C'est ce qu'on veut dire là. Le problème, c'est que en fait, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas d'élément de couplage. Il n'y a pas d'alignement. C'est-à-dire que ces éléments-là ne fonctionnent pas les uns avec les autres, ou les phénomènes d'alignement étant faibles, mais finalement, les uns fonctionnent en concurrence avec les autres, alors qu'on traite la même thématique, on traite les mêmes problématiques. Et quand on met l'usager, le citoyen, au milieu de cette organisation, en fait, il est totalement perdu. Et donc lui-même sort du système. Et il ne s'intéresse plus à la chose publique parce qu'on est arrivé à un état de fonctionnement tellement complexe, finalement, que personne n'y comprend rien. Et quand on prend l'exemple du développement durable, on est dans ce cas-là, mais on prendrait toutes les politiques publiques, on arriverait à avoir à peu près le même désordre systémique. Avec une portée des actions relativement limitée qui décrédibilise l'action publique et cet agir sans pouvoir, c'est-à-dire essayer de faire. Alors oui, vous avez peut-être participé peut-être au compost public, par exemple, c'est une action de développement durable, mais dont la portée par rapport aux enjeux tels qu'ils sont communiqués, en fait, paraît tellement faible qu'on a l'impression que c'est une action qui fait flop. Voilà. Et donc, on a un peu ce sentiment-là pour toute l'action publique. Et donc, l'hypothèse, c'est que peut-être, malgré les tentatives d'innovation dans chacune des échelles de ces acteurs, peut-être que c'est la nécessité de repenser la façon d'innover et de peut-être, c'est un peu la thèse qu'on défend avec une cinquantaine de collègues en France et en particulier au Canada où ils sont assez avancés sur le sujet, que nous travaillons en ce moment sur l'idée de penser la chose publique autrement que la somme des intérêts catégoriels qui en fait les met en concurrence et ce que notre béarnais Pierre Bourdieu défendait, c'est cette logique dominante où finalement c'est le plus fort qui va emporter l'action publique, enfin l'orientation de la chose publique. Donc peut-être abandonner cette idée que la somme des intérêts catégoriels correspond à l'intérêt général, c'est peut-être supérieur à cela. Que les outils techniques de gestion et techniques de gestion en ressources humaines, en finances, etc., ne sont peut-être pas pensés comme et conçus et mis en pratique comme ils le devraient ou comme ils le pourraient, au sens du pouvoir agissant. Et puis peut-être repenser aussi la manière Alors il ne s'agit pas de rogner les acteurs, encore une fois. C'est le réel, nous, chercheurs, nous observons le réel, on ne fait rien d'autre, en fait. Donc, ils sont là, mais peut-être que cette constellation nécessite un management qui n'a pas été encore tout à fait réfléchi, autrement que de manière cartésienne. Alors, on va peut-être, parce que le temps nous est compté, et on ne veut surtout pas vous endormir, mais on voudrait partager avec vous quand même la pensée en complexité qui nous paraît être une des voies possibles de réflexion, de changement véritable de nos façons d'interagir, de recoupler les composants qui font la matière finalement de la chose publique. Et cette pensée en complexité, elle est caractérisée par plusieurs principes fondateurs que l'on doit à Edgar Morin. Pour certains, peut-être vous le connaissez, il a été assez médiatique, il est encore à Montpellier, il a plus de 104 ans. C'est un sociologue français qui a beaucoup contribué avec une grande œuvre sur le sujet, comment penser en complexité, comment éduquer en complexité. Et puis autour de lui, plusieurs autres chercheurs à travers le monde qui défendent la même idée. Alors pour faire simple, en fait, si je puis dire paradoxalement, la pensée en complexité, elle renvoie à l'idée que il faut savoir intégrer ce qui relie les gens, ce qui relie
l'action publique aux autres et ce qui délie en même temps. C'est ce que certains appellent le principe de dialogie, c'est-à-dire à la fois ce qui peut converger et en même temps penser ce qui peut découpler, justement, et ne pas retenir que l'un ou que l'autre, ce que la pensée cartésienne a tendance à faire. De la même manière, alors je passe assez vite sur ces principes, l'un des principes qui peut-être est relativement peu considéré, c'est le principe de récursivité. C'est-à-dire qu'en fait, l'action publique, on est plutôt dans des logiques projets. Il y a un début, il y a une fin. Voilà, on a mis des composts, ça y est, on a fait notre action de développement durable. Et en fait, l'idée, c'est d'aller revenir sur l'action de départ et voir quels effets elle génère pour que ces effets deviennent l'action publique d'après. Et cette continuité, en fait, cette temporalité sans discontinuité, on ne sait pas faire. Parce qu'on ne la pense pas comme ça, en fait, l'action publique. Et c'est un des principes qui nous semble vraiment intéressant, surtout en management, avec les différents outils budgétaires, stratégiques, etc., que nous pouvons avoir. Et le dernier principe qui est central, c'est celui de la polycentricité. On vous a montré dans la carte d'acteur qu'en fait, aucun n'est illégitime. Une association, une TPE, une commune, l'ONU, ils ont tous leur champ de légitimité. Donc l'idée, c'est pas de rejeter ça, mais c'est de considérer au contraire ce que Elinor Ostrom, alors quand même, je le précise, c'est la première femme prix Nobel en économie de 2014, elle nous a quittés, mais elle a développé quelque chose d'extraordinaire qui est le principe de polycentricité. Elle a étudié beaucoup l'usage et la préservation des biens communs, et notamment les sources d'eau, là où des entreprises comme Danone ou Nestlé vont aller ponctionner les nappes phréatiques pour nous vendre l'eau en bouteille, au détriment des populations locales. Et donc elle a étudié comment ces populations locales s'emparent de l'action publique pour préserver leurs biens communs. Et donc ce sont des centres autonomes, mais qui sont interdépendants. Et c'est ce qu'elle a eu comme mérite de mettre en évidence et qui nous a amené, nous, à prendre ces principes, à s'emparer de ces principes pour essayer de voir comment, en management public, en complexité, on pourrait imaginer que ça fonctionne. Donc, comment un management public pourrait être un management de reliance entre les acteurs, citoyens, publics, multiniveaux, acteurs, entreprises, associatifs, reliance entre les outils, entre les processus, plutôt que de fonctionner de manière silotée et par domaine d'intervention. Autre application de ces principes, l'idée de dire que peut-être la coopération, plutôt que l'injonction verticale du haut vers le bas, pourrait sérieusement être emparée, et pas simplement de l'ordre du déclaratif. Vous voulez de la démocratie participative, on va mettre en place quelques réunions mensuelles dans les bureaux de quartier et puis on va vous écouter gentiment et puis voilà. Donc là, peut-être penser cette logique de coopération de manière un peu plus réfléchie sous l'angle de la pensée en complexité qui va peut-être amener à réfléchir aux complémentarités des différentes parties prenantes à la réalisation, voire à la conception de la chose publique. Alors, avec les principes de récursivité, etc., cela on invite aussi à réfléchir à la manière dont l'action publique peut être pensée en rétroaction, et là on voit tout de suite un obstacle, c'est les agendas électoraux. Quand on est élu pour un certain nombre d'années, on va raisonner en T0, T+5. Et puis après, le déluge, ou alors je vais essayer de refaire de nouvelles promesses qui n'auront peut-être rien à voir avec les précédentes, ou qui peuvent l'être aussi en continuité. Voilà. Mais en tout cas, le fonctionnement de la pensée en complexité consisterait à se détacher de l'agenda électoral pour des logiques plus long-termistes. Alors, le dernier point, c'est l'hypermodernité. C'est vraiment le concept que l'on doit à un Belge, qui est un sociologue belge, Marcel Boldebal, qui nous a laissé en legs un concept, un outil intellectuel vraiment intéressant, qui est l'hypermodernité, mais qui n'est pas l'hypermodernité au sens de ça va hyper vite, c'est ultra digital, c'est ultra numérique, c'est ultra moderne, tout va très vite, tout le monde interagit. Ce que je viens de dire, d'après Marcel Boldebal, c'est juste une conséquence de la modernité. Et l'hypermodernité, c'est considérer à la fois les effets positifs de la modernité et ses effets négatifs, la fameuse approche dialogique de Morin. Et donc cette hypermodernité, c'est embrasser tout ce qu'on a réussi à faire et à moins bien faire pour essayer non pas de ne regarder que la partie qui fonctionne et laisser de côté, découpler ce qui ne fonctionne pas avec cette pensée moderne et tous les progrès technologiques dont parlait David, notamment dans la matière d'innovation.
Donc le challenge est énorme en fait, excusez-moi, puisque l'application des principes de l'hypermodernité au management public, donc de conceptualiser un management public hypermoderne, consisterait en fait à réfléchir à cette hypermodernité dans ses effets positifs, négatifs, englobants, au niveau des outils, au niveau des acteurs et en croisant les deux. Donc c'est un programme de recherche qui vaut plusieurs vies, je pense. Nous n'aurons probablement pas une réponse figée à vous proposer malheureusement ce soir, mais enfin quelques pistes quand même, et notamment les effets désirables. Alors justement, essayons d'avancer sur une solution. Parce que là, quand on est chercheur, on aime bien me poser des questions, on aime bien faire un état de la littérature, mais on a aussi capacité à trouver des solutions. Et on a une idée. On a une idée, et ça tombe bien, on est là pour ça, vous la présentez. À travers, finalement, le traitement qui serait l'application de la pensée complexe au management public permettant de répondre à la problématique de découplage, l'idée serait finalement de remettre au cœur de l'action publique les politiques publiques et l'action elle-même. Parce que c'est vrai que quand on regarde les modes de fonctionnement des acteurs aujourd'hui, on a des problématiques qui sont très centrées sur à la fois la gestion des structures et du pouvoir. Je veux mon bandeau de maire et mon mandat pendant 6 ans, ou très centré sur le management des ressources. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui les débats publics, c'est comment arriver à mettre en place un budget et arriver à résorber la dette. Mais en fait, où sont les politiques publiques? Quand est-ce qu'on discute de la chose publique? Elle est assez peu présente. Donc l'idée qui est la nôtre, pour penser en complexité, c'était justement essayer de manager les politiques publiques, alors qu'aujourd'hui, encore une fois, une commune, c'est une structure. On gère des agents, on gère un budget, et on gère assez peu, finalement, des politiques publiques. Il y a quelques initiatives qui existent depuis une vingtaine, une trentaine d'années, où des modes de fonctionnement, des dispositifs ont essayé de mettre des politiques publiques au centre. C'est le cas des partenariats publics-privés, des consortiums qui peuvent exister, des agences aussi. Il y a pas mal d'agences qui essaient de gérer des politiques publiques. On a aussi des projets stratégiques qui permettent de mettre au cœur finalement de l'action publique ces politiques publiques. Mais finalement, quand on les regarde, on n'a pas le temps de les analyser là, mais quand on les regarde au prisme de la pensée complexe, tous ces dispositifs ont aussi des limites relativement importantes. Donc il nous a fallu essayer de trouver une solution pour arriver à faire le lien entre tous les dysfonctionnements actuels, très centrés sur une logique acteur, très centrés sur une logique outil de gestion, pour arriver à essayer d'imaginer une solution vers laquelle on pourrait tendre et qui pourrait constituer une innovation dans le cadre de l'acte 4 de décentralisation qui a été appelé de ses voeux par notre Premier ministre. Cette solution, elle peut, je crois, dans les minutes qui nous restent, on va aller directement sur le schéma peut-être appliqué aux politiques publiques de développement durable. Vous vous rappelez, ça c'est l'état de fonctionnement actuel, c'est-à-dire une stratification des acteurs, un dysfonctionnement majeur parce que les acteurs ne fonctionnent pas ou peu les uns avec les autres, des outils qui sont cumulatifs, paliers. La question, c'est comment on peut arriver à mettre au cœur la politique publique et à trouver une solution à ce système qui dysfonctionne. Ok, alors donc voilà, nous avons opté, alors là aussi avec le risque de la simplification de la pensée qui va à l'encontre de la pensée en complexité, donc nous intégrons le paradoxe, ça fait partie du cheminement, en vous proposant une représentation atomique en fait du management public hypermoderne, avec, vous voyez ici, une cartographie repensée sous forme du système que représente un atome, avec au centre un noyau. On n'a pas besoin d'être physicien pour essayer de comprendre la métaphore, je pense, mais au centre un noyau et puis en satellite, en périphérique, des interactions qui font que l'ensemble, le système, est doté de certaines propriétés. Et rien n'est figé. On a eu une discussion hier avec nos collègues internationaux, justement hier soir, parce que justement cette représentation veut surtout pas dire que c'est une photographie, c'est une représentation en 2D, mais en fait elle est dynamique, ça bouge tout le temps. Et donc vous retrouvez tous les acteurs, que chacun d'eux ont quelque chose à faire dans leur périmètre, mais qui pourraient être reliés à l'échelle du noyau
au centre du noyau, relier en fait ces acteurs-là pour mettre en place ce qu'on a appelé une métaforme. Alors on n'a toujours pas trouvé le qualificatif, protoforme, métaforme, métamorphose évidemment, avec cette idée que la politique publique permettrait de mobiliser, pas a priori, mais des interactions entre différentes catégories d'acteurs. Pensons à la politique de l'eau, par exemple, où c'est la politique de l'eau qui va choisir la territorialisation pertinente, donc faire intervenir les acteurs qui peuvent être multiniveaux. Ça peut être à l'échelle nationale, ça peut être à l'échelle régionale. Je vois que le temps est compté. Pour vous laisser la parole, je vais essayer d'aller plus vite. Et de la même manière, chaque centre autonome dans sa décision va ensuite pouvoir, après cette étape d'espace de concertation multiniveau, multi-acteurs, d'abord, qui se définit par le jeu des émergences en pensée complexe. On ne le pense pas a priori de manière cartésienne. C'est vraiment les initiatives, des interactions entre eux qui font émerger le périmètre. Et ça, c'est vraiment un point important qui aujourd'hui est difficile à penser et à comprendre en fait, parce qu'on ne fonctionne pas comme ça et on ne pense pas comme ça. Et puis ensuite, chaque centre autonome, s'appropriant les orientations communément construites, pourrait alors agir avec un peu moins de découplage. En tout cas, c'est le modèle que nous proposons. Merci. Et peut-être pour terminer, cette idée que, eh bien, en fait, c'est le pilotage des interdépendances que suggère la politique publique, quelle qu'elle soit, que ce soit celle de la transition. Il y a des interdépendances multiples entre l'eau, l'air, l'environnement, les acteurs socio-économiques et les acteurs multiniveaux politiques. Et c'est cette notion d'interdépendance, ces interactions entre nous qui font que nous dépendons de l'autre, nous dépendons du citoyen, autant que de l'entreprise, autant que de l'association, autant que la montagne ou que l'océan, pour prendre des parties prenantes silencieuses que sont les capitaux naturels, qui sont pourtant essentiels aux conditions de vie. Alors peut-être pour conclure. Pour conclure, on a déjà abordé les éléments qu'on voulait voir avec vous. C'est vrai qu'on est passé un peu vite sur la partie solution et l'idée principale qui structure notre raisonnement. Je propose que, puisque le temps est fini, qu'on vous laisse le temps qui est le vôtre maintenant et que vous puissiez poser des questions, peut-être pour approfondir certains éléments sur lesquels on n'aura pas forcément été en détail ou sur lesquels vous y aurez des éléments d'incompréhension par rapport à notre proposition. Merci en tout cas.